Alors, Monsieur Vital, vous êtes le président de cette commission gouvernementale sur les réunionnais de la Creuse. Alors déjà, je crois que c'est pas le terme que vous employez, c'est pas le terme réunionnais de la Creuse? Non, parce que ces réunionnais qui ont été transplantés, le terme que nous employons, en fait, ont été transférés, transplantés dans 64 départements. Donc certains qui sont de Albi, de Côte d'Azur, qui sont peu, du Havre, de Paris, ne se reconnaissent pas dans le terme de réunionnais de la Creuse, surtout pas dans le terme d'enfants de la Creuse, puisqu'ils sont partis, pour certains bébés, jusqu'à l'âge de 18 ans. Comme vous le savez, la majorité était à 21 ans à l'époque, donc enfant, puis en plus ça renvoie au paternalisme de l'État à nouveau, donc il vaut mieux éviter le terme enfant. De la Creuse, bon, il y a une grosse polémique autour de la stèle qui a été érigée à l'aéroport de la Réunion, où c'est nommé pour les enfants de la Creuse, et encore une fois pour ceux qui sont de Quézac par exemple, où il y a une grosse communauté de réunionnais transplantés, ça ne fait pas sens. Donc ex-mineurs, réunionnais transplantés. Il y a eu néanmoins une majorité d'enfants qui ont été, d'enfants à l'époque, de pupilles, de mineurs, qui ont été envoyés dans ce département de la Creuse. Tout à fait. C'est avéré. Tout à fait. Ce qui donnait sens, si vous voulez, à ce terme de réunionnais de la Creuse, dit de la Creuse, parce que c'est le plus gros contingent, avec ce chiffre de 215 arrivés en 1966. Vous travaillez, la commission, les 5 membres de la commission travaillent depuis presque un an maintenant. Est-ce que vous avez d'ores et déjà découvert des choses que l'on ignorait sur cette affaire? Chose que l'on ignorait, c'est tout d'abord le chiffre. Le chiffre qui était connu jusqu'alors, c'était soit 1615, soit 1630. Et nos deux historiens de la commission, Prosper Ève et Gilles Gauvin, par un travail de fourmi, par un contrôle des sources, sont arrivés au chiffre aujourd'hui objectif de 2150 mineurs, avec évidemment peut-être une marge statistique d'erreur de 5%. Ce sera un chiffre définitif? Absolument. Est-ce que certains ne se sont pas fait connaître et ne sont pas recensés aujourd'hui? Certains ne se sont pas fait connaître et ne sont pas recensés, vous voulez dire dans l'actualité? Bien sûr. Enfin, n'ont pas pris contact avec vous? Bien sûr, bien sûr. Nous avons mis en place une adresse internet sur le site du ministère où ils peuvent se recenser, c'est tout à fait anonyme. Donc sur les 2150, nous avons une connaissance aujourd'hui, grosso modo, de 300 personnes, ce qui est extrêmement peu, finalement. Je vois très bien la question qui va venir, c'est pourquoi? Premièrement, les décès, certains ne sont plus là, hélas. Deuxièmement, parce que certains ne le souhaitent pas, ne souhaitent pas poursuivre dans cette histoire. Troisièmement, parce que certains ne savent pas qu'ils sont des enfants transplantés. Voilà. Vous les invitez à se faire connaître? Bien sûr. Bien sûr, d'autant que c'est totalement anonyme et que pour nous, si vous voulez, la mission qui nous a été demandée, c'était de recenser, de faire un bilan démographique de tout ce dispositif de 63 à 82, mais surtout l'actualité. Où sont-ils? Vous imaginez pourquoi? Parce que pour un ordre de grandeur, s'il y a 300 personnes qui demandent des billets d'avion, ou s'il y en a 1000, ce n'est pas le même ordre de grandeur. Donc je les invite, s'ils le souhaitent évidemment, ils peuvent le faire par écrit, ils peuvent le faire par internet, et c'est totalement anonyme. Alors, plus de précisions à la suite de vos travaux sur le nombre de personnes concernées. Est-ce que vous avez aussi trouvé plus d'informations et des précisions sur les modalités de cet exil, tant au départ qu'à l'arrivée ici en métropole? Cette question est fondamentale, c'est le plus compliqué, nous sommes en train d'y travailler. Les statuts sont extrêmement divers au départ et c'est là tout l'objet, d'ailleurs le cœur de cette affaire. C'est-à-dire comment certains qui étaient temporairement
remis au service de la DAS sont devenus pupilles. Tout le glissement de Est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui là-dessus? On y voit plus clair. Est-ce qu'il clairement il y a eu carence de l'État à un moment, des services de l'État, tant au départ à La Réunion, dans les conditions, sur les conditions dans lesquelles les enfants ont été recrutés, et ici à l'arrivée dans la façon dont ils ont été traités? Alors, si je vous dis ça, je ne vous le dis pas du point de vue du président de la commission, je vais vous le dire du point de vue du chercheur. C'est-à-dire, puisque ce n'est que de l'hypothèse, je vais vous dire qu'il y a eu, à mon sens, et je n'engage pas la commission, des bavures dans le strict respect de la loi. C'est-à-dire qu'à mon sens, mais une fois encore, je m'avance tout seul, titre de chercheur, puisque je travaille depuis 1999 sur cette affaire, il y a dû sans doute y avoir là un glissement de statut pour des raisons liées à un manque de personnel administratif, à la manière dont on considérait l'enfant à cette époque-là. Il faut remettre ça dans le contexte. Il y a sans doute eu des glissements, et ce n'est pas la théorie du complot. On n'a pas déporté des populations, mais il y a eu sans doute, on a sans doute attribué un statut qui n'était pas celui qui devait convenir aux personnes qui ont été amenées dans l'Hexagone. Alors du point de vue de la procédure administrative, donc un certain glissement, mais du point de vue du traitement individuel de chaque enfant, on a parlé de maltraitance, est-ce que vous avez pu constater, vérifier ces maltraitances, tant au début à La Réunion qu'ici en métropole? Nous entendons les souffrances, nous entendons les récits de vie. Or, vous le savez, les ex-mineurs transplantés ont perdu tous les procès. Nous sommes là sur du témoignage. Comment prouver la parole d'un individu contre celle d'un autre? Je les prends très au sérieux. Nous n'avons pas à être juges, procureurs, avocats. Nous les écoutons. Mais si nous voulons objectiver la parole de ces enfants, il faut des preuves. Or, si nous les prenons très au sérieux, s'ils ne doutent pas une seule minute qu'ils aient souffert, nous n'avons pas, pour le moment, de preuves de ces souffrances-là. Ni au départ à La Réunion, dans le centre où ils étaient regroupés, ni à l'arrivée dans les familles? Non, parce que ça nous obligerait, si vous voulez, à glisser de l'expertise au juridique, au judiciaire. Nous sommes dans une expertise et nous n'avons pas, si vous voulez, là, de preuves qui nous amèneraient, et ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas ce qui nous est demandé, au niveau judiciaire. Est-ce que vous avez pu constater dans les documents administratifs qu'il y avait eu une volonté manifeste de séparer les familles, de séparer les enfants de leur famille? Oui, ça c'est très clair. C'est une politique de l'enfance qui est commune à tous les ex-mineurs. C'est une politique globale de la situation de l'enfance, qu'elle soit abandonnée, qu'elle soit mise en garde ou autre. On considérait que pour que l'enfant ou le mineur se réalise, il fallait le couper de son milieu, aussi bien géographique que physique. Donc ça n'est pas spécifique et ça n'allait pas contre les règles administratives de l'époque? Non, c'est une politique de l'enfance qui était celle de ce contexte-là et qui était celle du petit breton, du petit provençal et du petit réunionnais. Certains Réunionnais envoyés en métropole ont témoigné comme quoi on leur avait dit que leurs parents étaient décédés. Ça, c'est une procédure normale, légale? Non, bien sûr que non. Mais une fois encore, si je les prends très au sérieux, je n'ai pas là, moi personnellement, d'éléments probatoires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer à comprendre un petit peu mieux le mécanisme qui a amené à cette situation et à définir certaines responsabilités administratives ou politiques? Ou est-ce que c'est trop tôt? Alors, nos collègues historiens ont vraiment, si vous voulez, là, mis au clair toute une procédure qui commence à la départementalisation de La Réunion. 1946, la départementalisation, des rapports se succèdent. On a déjà, avec la départementalisation, une volonté de faire partir des populations réunionnaises de l'île qui est dans une situation catastrophique. Situation post-coloniale, la départementalisation n'a pas donné immédiatement les moyens pour l'île de sortir de la misère économique, sociale. Donc dès la fin des années 40, début des années 50, il y a cette volonté de faire partie des populations, notamment
pour aller vers Madagascar avec l'épisode de la Sacaille. Donc il faut faire partir des Réunionnaises et des Réunionnais. Et bien avant Debré, dès le début des années 60, on a cette volonté-là de faire partir des mineurs. Donc si Michel Debré entérine un processus, ce processus-là n'est pas spécifique à De Gaulle, via la tutelle de Michel Debré, c'est tout un processus, toute une mécanique qui est liée à un contexte sociopolitique de la Réunion de l'époque et aussi du traitement des anciennes colonies par la France. Ce qui peut paraître aujourd'hui complètement incroyable, complètement aberrant, n'était que le cours des choses. Donc le contexte explique cette affaire en grande partie. Enfin, explique le début de cette affaire. Est-ce qu'ensuite, une fois que cette affaire a été lancée, une fois que cette volonté politique dans un contexte géopolitique donné et sociodémographique donné à la Réunion a été lancée, est-ce qu'il a pu y avoir des dérapages individuels et du zèle du point de vue administratif? Est-ce qu'on a finalement deux facteurs? Ce que je suis en train de vous dire, expliquer un contexte n'est pas excuser une situation. N'est pas excusé. Donc ensuite, est-ce qu'il y a eu des dérapages? Bien sûr qu'il y en a eu. Des excès de zèle? Des excès de zèle. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous dire là objectivement qu'il y en a eu. À entendre les ex-mineurs, je n'en doute pas. Je n'en doute nullement qu'il y ait pu y avoir. Si vous voulez, l'excès de zèle, c'est quoi? C'est à mon sens d'avoir fait le bonheur contre la volonté des personnes. C'est-à-dire considérer qu'on peut faire le bonheur contre la vie d'individus, contre la vie d'enfants. Ça, c'est un paternalisme d'État qui peut avoir encore cours aujourd'hui, mais qui ne devait pas avoir lieu. Est-ce qu'à un moment de cette opération, on a su qu'il y avait des conséquences très graves pour l'équilibre psychologique des enfants? Et est-ce que là, on aurait dû arrêter? Est-ce que là, on a continué? Alors oui, il y a eu, nos collègues historiens pourraient vous répondre mieux que moi parce qu'ils sont vraiment là-dedans, en train de dépouiller les archives. Il y a des directeurs de centre, notamment M. Oer, qui était au foyer de l'enfance de Guéret, qui signalent qu'il y a des problèmes. Il y a d'autres directeurs de centre qui disent... mais ça vous va. l'avez vérifié. À un moment, oui, il y a des l'État a su et n'a rien fait. L'État a su et n'a rien fait. L'État a su, mais dans cette politique générale de l'aide sociale à l'enfance, a maintenu un dispositif. Nous avons, si vous voulez, des archives qui montrent par exemple que des enfants arrivent à Paris sans trousseau, dans un état, si vous voulez, déplorable, ils n'ont pas d'habits, etc. Ils sont laissés là un petit moment parce que les gens disent on ne peut pas les accueillir, on ne peut pas les accueillir dans l'Aude ou ailleurs, il faut leur composer un trousseau, ce n'est pas possible. Mais une fois encore, tout ça participe d'un processus de comment on considérait l'enfant à l'époque, c'est-à-dire on ne le considérait pas comme aujourd'hui au cœur du dispositif. Pour revenir aux chiffres, est-ce que d'ores et déjà vous avez pu avoir une estimation, ou est-ce que vous pensez que vous pourrez l'avoir, du nombre de victimes et d'enfants qui sont morts de ça, soit qui se sont suicidés, ou alors de ceux qui ont eu des conséquences psychiatriques graves? Non, nous n'avons pas connaissance. Est-ce que vous pourrez le faire à terme dans vos travaux? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne vois pas comment, si vous voulez... Il n'y a pas de registre. Nous avons, si vous voulez, le chiffre des départs. C'est très compliqué de retrouver le chiffre des arrivées. Une fois encore, je ne sais pas aujourd'hui où ils sont. Je ne sais pas combien il y en a encore de vivants. Comme vous savez, dans la procédure, une fois qu'ils sont adoptés, certains ont changé de nom. C'est très difficile de les retrouver. Il n'y a pas... Ceux qui sont dans les associations, c'est très facile, mais les autres, c'est très compliqué. On va revenir à aujourd'hui maintenant. Dans votre travail, vous écoutez les Réunionnais qui veulent bien venir vous voir. Quelles sont leurs principales revendications et quelles sont celles qui vous semblent réalisables et que vous allez appuyer? Alors, je vais vous parler pour les auditions que nous avons faites à La Réunion, pour ceux que nous avons faites hier à Paris, et pour celles que Prosper Ève et Gilles Gauvin ont faites à Montpellier. D'une manière générale, ce qui revient le plus souvent, c'est nous avons besoin
de consulter les dossiers. Consulter les dossiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir être sur l'île. Comme vous le savez, il y a des règles de droit. Pour consulter les dossiers, seule la personne concernée peut consulter son dossier. Ça signifie quoi? Ça signifie pouvoir se rendre sur l'île. Ça signifie être hébergé. Et ce n'est pas qu'un élément, si vous voulez, de consultation, d'accès au dossier. C'est aussi un moyen de retourner sur l'île d'une manière symbolique, de refaire son histoire. Peut-être de se rendre compte que on a construit sa vie ailleurs et qu'on est entre deux cultures et qu'on n'y est plus complètement chez soi. On y est, mais tout ça est compliqué. Donc la première des revendications, c'est l'accès au dossier. Ça, on y a veillé, on y a travaillé depuis. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'accès est inconditionnel pour les ex-mineurs. Le retour à la Réunion, vous le retour à le financement du retour à la Réunion. On y travaille. Et vous l'appuierez cette demande? Bien évidemment. Nous avons rencontré la ministre vendredi matin. Nous ferons bien évidemment cette proposition et celle des hébergements, évidemment. Une des demandes qui est faite, c'est l'aspect mémoriel. Alors là, ça se discute parce que c'est compliqué. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les Réunionnais transplantés ne sont pas un groupe homogène. Ils ont des demandes extrêmement diverses. Certains veulent que le mémorial se fasse à Guéret, d'autres à La Réunion, d'autres à Albi, d'autres d'une manière par Internet ou autre. Mais d'un point de vue individuel, dans un premier temps, les revendications que vous allez appuyer, accès au dossier et retour à La Réunion. Il y en a d'autres? Le rapatriement des corps, pour ceux qui le souhaitent. Oui. Là aussi, on appuiera complètement. C'est bien la moindre des choses. Donc ce sont les revendications principales des ex-mineurs. Ensuite, d'un point de vue collectif, vous nous le disiez, certaines associations contestent votre travail? Oui, certaines ont contesté. D'ailleurs, par un procès d'intention, puisque dès que nous avons été nommés, certains ont pensé que, parce que nous avions été nommés par l'État, nous étions évidemment à la botte de cet État. Bon, écoutez, moi, je ne juge pas ça. C'est très bien s'il y a plusieurs groupes qui travaillent. Nous avons notamment rencontré, puisque certains Réunionnais ex-mineurs transférés ont rejoint le CRAN, nous les avons rencontrés. Ça s'est très bien passé. S'ils peuvent nous aider à travailler sur la question, c'est tant mieux. Nous ne faisons de procès à personne. Notre objectif, c'est d'aider les ex-mineurs transplantés. La diffusion de votre travail, ce sera l'étape ultime. C'est extrêmement important aussi pour les victimes, voire pour leurs descendants? Absolument. Vous pointez un élément fondamental. Et pour les habitants de l'île et pour les jeunes de l'île? Oui, vous mettez là vraiment l'accent sur... Je disais à Simon Apois cet après-midi que je n'imaginais pas 15 ans en arrière, quand j'ai fait le travail sur cette affaire qui a donné lieu à l'ouvrage Triste tropique de la Creuse, je n'imaginais pas cet élément-là. C'est-à-dire l'effet collatéral sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. Et nous nous apercevons, là, avec les auditions, qu'il y a vraiment cette demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants demandent un éclaircissement sur cette affaire. Et je crois que notre rapport, nous ferons pour le mieux, s'il peut apporter un élément d'éclairage, voire de résilience pour les ex-mineurs transplantés, pour leurs familles, on aura à minima réussi notre travail. Vous avez aujourd'hui l'appui de la ministre des Outre-mer qui est réunionnaise. Elle appuie votre travail? Tout à fait. Nous avions aussi l'appui de Georges Paul-Angevin qui a lancé la commission et Erika Barecht qui est à l'origine de la résolution de l'Assemblée nationale nous appuie. Je dois dire que nous travaillons dans des conditions totalement excellentes. Vraiment, c'est un plaisir de travailler de cette manière-là. Est-ce que les échéances électorales présidentielles de 2017 menacent la pérennité de votre travail? Écoutez, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez des garanties qu'elle n'est pas menacée? Qu'il y aura continuité de l'État? Nous avons été nommés par arrêté. Donc il y a un arrêté, la commission continuera son travail et le rapport sera rendu. Maintenant,
vous me posez une question dont je n'ai pas la réponse. Et vous êtes sûr de pouvoir continuer votre travail? Absolument. Quel que Et nous soit le ferons. le résultat de l'élection Je peux présidentielle. vous garantir que nous le ferons. Est-ce que vous donnerez un rapport d'étape bientôt? Alors ce ne sera pas un rapport d'étape, ce sera un point d'étape. Nous avons eu une réunion, comme je vous le disais, avec la ministre vendredi matin. Ces services communiqueront dans les jours prochains. Je les laisse aborder la question. Merci beaucoup. Merci Pascal Coucy.